Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Bonjour. Alors vous êtes docteur en droit et universitaire, vous exercez également des fonctions d'élu local et de conseiller en stratégie juridique et vous écrivez ce livre Juridiquement correct, comment il détourne le droit aux éditions La Nouvelle Librairie. Oui, donc Bertrand Saint-Germain, finalement, votre livre part d'un constat assez simple. Au même titre qu'il existe un politiquement correct, au même titre qu'il existe un historiquement correct, eh bien, il existe un juridiquement correct. Le droit a ses lieux communs et a ses experts plus ou moins doués qui sont là pour recracher certaines facilités en fait, dans les médias. Et c'est ce que vous souhaitez dénoncer avec ce livre. Tout à fait. Alors, le juridiquement correct prend des formes sans doute un peu différentes de ce que l'on rencontre dans les autres domaines, mais il n'en existe pas moins. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, bien sûr. Et donc, vous reprenez tout un tas de phrases qu'on entend toujours facilement, notamment, vous commencez par les fondements en fait, du système républicain avec la Révolution. Pour prendre un titre d'exemple, les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors certes, cette phrase existe bien dans la Déclaration des droits de l'homme, mais elle est incomplète et on ne peut pas la comprendre complètement si on ne va pas jusqu'au bout de la phrase, à savoir les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Voilà, on est exactement dès le début en présence d'une sorte de contre-vérité, ou plus exactement d'une phrase qui est utilisée pour nous faire croire autre chose que ce qu'elle veut dire. Typiquement, lorsqu'on dit « les hommes naissent libres et égaux en droit », la formule est ramassée, elle est concise, elle est belle, elle proclame une forme d'égalité, on entend le mot « droit », et donc naturellement on pense « c'est du droit ». D'ailleurs, j'ai déjà fait l'essai en cours, lorsque vous commencez à énoncer à vos étudiants « les hommes naissent libres et égaux », eh bien, spontanément, vous les faites partir et ils continuent, ils annonnent la suite de la phrase, tel un catéchisme bien appris, tel une sourate récitée spontanément. Alors, c'est beau, la phrase est belle, elle résonne bien, simplement, on s'arrête là. Et lorsqu'on leur demande quelle est la suite, là, il n'y a plus personne. Or, justement, la suite de la phrase permet de mettre en lumière la portée réelle de ce que l'on vient de dire. Et pour aller à la conclusion sur ce point, la formule « les hommes naissent libres et égaux en droit » ne parle pas d'égalité juridique. Elle parle simplement de l'égale dignité des personnes. La dimension juridique, elle est rappelée dans la seconde partie de la phrase, dans la deuxième phrase. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est-à-dire que, fondamentalement, on explique bien dans cette phrase qu'il peut y avoir des inégalités juridiques dès lors qu'elles servent au bien commun. Et donc, on est très loin de l'égalité en droit proclamée par la première partie de l'article. Voilà, et typiquement, en ne mettant l'accent que sur la première partie, on oublie la seconde, et en même temps, avec la première partie, on fait passer tout un ensemble de notions, d'expressions, d'idées, de non-discrimination, cette idée que nous serions tous interchangeables, identiques, égaux, sans différence. Et on met en cause tous ceux, relativement, qui, eux, mettent en avant la nécessité de remettre des cadres, des distinctions sociales posées par la loi, parce que l'égalité en droit, ce n'est pas une égalité abstraite, c'est au contraire une égalité très concrète. Un de mes professeurs de droit, lorsque j'étais jeune, au siècle dernier, nous rappelait que l'égalité, oui, mais entre gens égaux. Alors, il y avait une dimension provocatrice dans son propos, mais il voulait dire que on ne doit être traité de la même manière qu'à partir du moment où on est dans la même situation. Toutes les personnes qui sont présentes à un examen doivent être traitées de la même façon. Mais ce qui ne veut pas dire qu'elles devront être traitées de la même façon que d'autres personnes qui passeront un autre examen. C'est une égalité par catégorie. Et tout le droit dit ça, toute la réglementation, toute la jurisprudence, y compris constitutionnelle, affirme cette réalité. Il n'y a d'égalité que dans le cadre d'une catégorie déterminée. Voilà la mise en lumière très claire de cette dimension juridiquement correcte où on fait résonner l'égalité, on la fait teinter aux oreilles des gens, parce que c'est beau, c'est un mythe français, l'égalité, mais on profite de la méconnaissance des éléments juridiques par la masse de la population
pour justement ne pas parler du reste, ne mettre en avant qu'une partie, celle qui sert des intérêts politiques. Oui, on va voir, c'est vraiment le fil rouge de votre livre, c'est de voir, de pointer la réalité de fait du droit à la fois et de l'application du droit face au discours qu'on en fait. Notamment, par exemple, sur les élus, la représentativité des élus qu'on proclame et dont on en est fier en France, c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, parce que la représentativité, ça répond à une construction historique, et on a une dualité dans le terme de représentation qui floue complètement le terme. Et avec l'absence de mandat impératif en France, on a un vrai décalage aujourd'hui entre les valeurs représentatives de l'Assemblée nationale et ce qu'elles sont réellement dans l'Assemblée. On est tout à fait en présence de cette réalité d'un mot, la représentation, qui résonne aux oreilles des Français, des commentateurs, comme quelque chose d'assez clair. Si on représente, on est là pour agir à la place d'eux. Mais agir à la place d'eux, ça a un sens en droit qui n'est pas le même que le sens commun. C'est-à-dire que la représentation, purement et simplement, en droit, ça veut dire on donne mandat à quelqu'un pour agir à notre place. Et donc, agir à notre place, ça ne signifie pas agir comme nous le souhaiterions. Finalement, le représentant, Condorcet le dit très bien, est là pour exprimer ses idées et en quelque sorte exprimer l'impensé de celui qu'il représente. Alors que pour le commun des mortels, pour nous, quand on dit que quelqu'un nous représente, ça veut dire qu'il agit à notre place, mais quand il agit à notre place, c'est avec les consignes qu'on a pu lui donner. Comme si dès lors qu'on donne mandat à un agent immobilier pour vendre notre bien, il doit respecter les consignes qu'on lui donne dans cette vente. Il agit en notre nom, mais dans le cadre des consignes qu'on lui a données. Alors qu'en droit constitutionnel, cette représentation, c'est on agit au nom d'eux, mais sans qu'il n'y ait ce lien avec celui qui donne les consignes. C'est une controverse juridique qui remonte au XVIIIe siècle. Les députés aux États généraux disposaient, vous l'avez noté, de ce qu'on appelle un mandat impératif. C'est qu'ils devaient exprimer la volonté de ceux qui les avaient envoyés. Et d'ailleurs, la Révolution commence de ce point de vue par un coup d'état de droit, parce que lorsque le tiers se proclame Assemblée nationale, il va au-delà de la mission qui lui est confiée en considérant qu'il dispose d'un mandat représentatif et non impératif. Donc, la question, c'est ces élus, est-ce qu'ils sont là pour représenter la volonté de leurs électeurs de manière claire et précise? Et finalement, c'est ce qu'on appelle la pensée de Rousseau. Dans cette pensée, l'élu est le commissaire de ses électeurs, c'est-à-dire qu'il doit exprimer leur volonté et leur rendre des comptes sur l'usage qu'il a fait de son mandat. Mais évidemment, cela amènerait à une sorte de fonctionnement, non pas impossible, parce qu'on dit souvent que la vision de Rousseau est impossible à mettre en œuvre. On la voit en Suisse, elle est tout à fait possible. C'est-à-dire que les gouvernants gouvernent, mais sous le contrôle attentif des électeurs, qui peuvent à tout moment reprendre le mandat qu'ils ont donné. On le répète assez peu, mais le système suisse dont s'inspire Rousseau est assez intéressant, puisque toute loi mise en œuvre ne l'est que sous réserve de l'intervention populaire. Et les électeurs en Suisse disposent de 80 jours à compter de l'adoption de chaque loi pour s'y opposer et réclamer l'organisation d'un référendum qui vise à savoir si oui ou non les électeurs sont d'accord avec cette loi. Alors au moment de la Révolution, ce système rousseauiste qui amène une sorte de démocratie permanente, pourrait-on dire, pour utiliser des mots d'aujourd'hui, eh bien les révolutionnaires, ceux qui font la révolution, n'en veulent pas. Et ils trouvent à ce moment-là la pensée de Sieyès, en accord avec d'autres penseurs de son époque, qui va mettre en avant l'idée que les élus, les représentants, justement, sont là pour agir au nom d'eux, mais c'est-à-dire pour exprimer une volonté impensée, non exprimée de la nation. La volonté des Français, c'est la volonté de la nation, mais la nation est un tout indéfini, une personne morale, et ce sont donc les élus, les représentants qui s'autoproclament les seuls légitimes à exprimer la volonté de la nation. Ils représentent la nation, mais dans son unité.
pas dans la diversité de ses considérations politiques. Voilà le schéma qui se met en œuvre, qui est mis en œuvre dès le début de la Révolution. Est-ce que les élus représentent la diversité des opinions de leurs électeurs ou l'unité de la volonté de la nation? Et avec Sieyès, et cela sera repris par tous les systèmes politiques français depuis la Révolution, le choix est fait de dire qu'on représente, mais la globalité de la nation et non la particularité de chacun des électeurs. Ça, c'est la théorie juridique. C'est très important parce que c'est là-dessus qu'est fondé notre régime, à savoir l'idée que puisque nous sommes représentés par les députés, ils ont le droit en notre nom de voter la loi et que finalement par leur bouche la loi est l'expression de la volonté générale. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça au final. Mais je voudrais avancer parce que il y a un autre mythe qui est très important à l'aune de l'actualité d'aujourd'hui, c'est le fait que l'Assemblée nationale est le dernier mot dans le schéma législatif classique, on va dire. Moi, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, j'ai appris que donc, quand un texte de loi était voté, il était voté par l'Assemblée, ensuite il partait au Sénat, le Sénat donnait son accord ou pas, et puis ensuite il revenait à l'Assemblée, et s'il y avait un désaccord, au final, c'est l'Assemblée qui avait le dernier mot. J'ignorais totalement que c'est le gouvernement qui décide de donner le dernier mot à l'autorisation à l'Assemblée nationale. Concrètement, pour prendre un exemple de l'actualité aujourd'hui, imaginons que sur les retraites, l'Assemblée se montre encore plus de mauvaise volonté que ce qu'elle a pu déjà montrer. Le gouvernement pourrait décider de ne pas donner le mot à l'Assemblée pour proclamer la retraite à 64 ans ? Alors, ce que vous avez retenu, c'est effectivement le résumé et la réalité politique de ce que l'on voit fonctionner. Mais la Ve République, ici, a introduit une nouveauté par rapport à ce qu'il en était avant. Et ici, sur la Quatrième République, et ici, on a une distorsion entre la réalité politique que vous avez exprimée et la réalité juridique. Ce que vous nous avez décrit, c'est effectivement la situation sous la Quatrième République. Il y a une navette, ou même une pseudo-navette sous la Quatrième, mais à la fin, si le Sénat a voté différemment de l'Assemblée nationale peut reprendre la main et décider de voter en dernier recours le texte. Sous la Ve République, le schéma est semblable avec une variante essentielle, c'est que cette possibilité du dernier mot donné à l'Assemblée nationale ne repose pas dans les mains de l'Assemblée elle-même, mais bel et bien du gouvernement et de son Premier ministre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le Premier ministre qui décide de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. De même de la réunion d'une commission mixte paritaire, si celle-ci ne parvient pas à voter un texte, c'est le Premier ministre qui peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Et si un texte est adopté par cette commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat, c'est à nouveau le Premier ministre qui peut demander à l'Assemblée de voter en dernier recours. Alors, comme le gouvernement et le Premier ministre sont issus de la majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de difficulté politique le plus souvent. Évidemment, on va demander à l'Assemblée nationale de choisir en dernier recours. Le subterfuge, il est dans le fait que quand on dit l'Assemblée nationale a le dernier mot, ça laisse entendre que c'est l'Assemblée qui décide. Or, toute la mise en place de la Ve République, par Michel Debré, qui a rédigé les articles les plus techniques, s'inscrit justement dans cette volonté de dire que l'Assemblée n'a pas le dernier mot. C'est le gouvernement, c'est l'exécutif. La balance des pouvoirs a quitté le Parlement pour aller vers l'exécutif, et c'est l'exécutif qui donne le dernier mot à sa majorité. Et on peut ajouter qu'il lui donne le dernier mot, même si elle n'a pas la majorité. C'est le fameux troisième alinéa de l'article 49, le 49.3. Puisque le 49.3 présume finalement l'accord des députés avec une adoption sans vote. Le gouvernement dit « Puisque vous m'avez fait confiance, je gouverne. Et comme vous me faites confiance, vous êtes d'accord avec le texte que je vous propose. Donc, il est adopté. Et si vous n'êtes pas d'accord, à vous d'apporter la preuve contraire. Montrez-moi à la majorité absolue que vous n'êtes pas d'accord avec moi. » Et finalement, tous ces débats, nous verrons s'il y a 49.3 ou pas. Pour l'instant, il semblerait qu'on n'y aille pas. Mais tout se résumera à la question, non pas est-ce que le gouvernement a une majorité pour faire voter le texte, ce qu'il souhaite d'un point de vue symbolique, mais existe-t-il une majorité de députés pour dire non au gouvernement? Or, on l'a vu vendredi dernier avec la tragicomédie de la motion de censure présentée par le Rassemblement national,
qui a été adopté par 89 députés, soit très loin des 289 nécessaires pour qu'elle passe. Les députés de la NUPES ayant courageusement fui l'Assemblée, refusant de la voter, les députés Les Républicains s'en mêlant les pinceaux et ne la votant pas, il n'y a sans doute qu'une majorité relative en faveur du gouvernement, mais cela apporte la preuve qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour dire non au gouvernement, donc le texte passera. Oui, effectivement, ça paraît très compliqué et ça montre encore une fois voilà, ce système qui se réclame du peuple tout en se méfiant du peuple et en l'éloignant totalement toujours plus des prises de décision. On le voit avec l'effondrement du nombre de référendums depuis la fin du mandat du général de Gaulle. Donc on comprend que finalement ces élites se méfient véritablement du peuple et vous soulevez d'ailleurs un paradoxe intéressant dans votre livre, c'est que souvent les élites de ce pays refusent de faire des référendums sur des phénomènes de société, par exemple la peine de mort ou l'immigration, en disant le peuple finalement il est irrationnel, il est soumis à des passions qui le dépassent. Et en même temps, c'est ce peuple irrationnel qui les élit et auquel le droit de voter, quoi. Alors voilà, c'est la limite de la distance entre les élus et les électeurs, c'est que périodiquement, les élus doivent tout de même se représenter devant les électeurs qui doivent voter pour eux. Et de ce point de vue-là, la montée de l'abstention, on le voit pour tous ceux qui sont approchés des campagnes électorales, le sentiment dominant de nos compatriotes quand on va à leur rencontre pour les élections, c'est vraiment tout ça ne sert à rien. Et un des enjeux, sans doute, politiques les plus forts des années qui viennent, c'est la remobilisation des abstentionnistes. Or, ici, même s'il n'y a qu'une majorité d'électeurs, une minorité d'électeurs qui se déplacent, eh bien, la majorité de ceux qui sont déplacés feront le scrutin. On le voit à Paris, où innombrables sont manifestement les voix de ceux qui critiquent la gestion municipale effectuée à Paris, mais il n'empêche qu'il y a 2 ans, il y a eu 3 ans maintenant, il y a eu une majorité de ceux qui se sont déplacés pour voter en faveur de Mme Hidalgo. Et donc, on ne peut pas en sortir. Pendant longtemps, le système politique américain s'est satisfait d'une élection avec moins de 50% de participation. Peu importe combien de gens votent, d'un point de vue juridique, il suffit qu'il y en ait qui se soient déplacés. Or, et ça, on ne peut pas en sortir. Quant au référendum, je reviens, il y a effectivement cette crainte absolue du référendum. On entend tout le discours anti-référendaire, le référendum populiste, le peuple qui ne comprend pas. D'ailleurs, c'est amusant parce que si le peuple ne comprend pas, à l'occasion d'un référendum, s'il ne comprend pas les enjeux de ce pourquoi il vote, on peut tout à fait se demander, mais comment comprendrait-il les enjeux lorsqu'il vote pour des députés ? Finalement, refuser le vote populaire lors du référendum, finalement, il faut aller jusqu'au bout, c'est refuser le vote populaire tout court. C'est dire qu'il y a des êtres éclairés qui, eux, savent qu'est-ce qui est beau et bon pour le peuple et ne pas donner la parole aux autres. Or, le référendum, ça peut exister, ça existe. J'encourage tous vos auditeurs à s'intéresser un instant au système suisse. On nous parle toujours du système américain. Il y a le système suisse qui est très intéressant, avec toutes ses limites, puisque vous évoquiez les référendums sur les questions de société. Aujourd'hui, pour un certain nombre de compatriotes, si nous devions voter sur la peine de mort, sur les conditions du recours à l'avortement, sur le durcissement des politiques migratoires, il n'est pas certain que les résultats qui soient donnés par le référendum soient forcément ceux qui seraient espérés par les initiateurs du référendum. Voilà, c'est sûr. Mais ça peut marcher. C'est vrai, et je voudrais avancer sur une autre partie importante de votre livre, c'est le rapport entre la France et l'Europe. Vous y accordez 3 chapitres, donc c'est cette fameuse... Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les projets français et européens alors, à écouter toutes nos élites sur le plateau télé, effectivement, la France doit se dissoudre, doit se fondre dans l'Europe parce que son projet, c'est l'Europe. Mais en théorie, on voit bien qu'il y a une vraie incompatibilité de décision, puisque c'est une question de souveraineté. La souveraineté, on le sait, est une et indivisible. Le principe est dicté par Jean Bodin, vous le reprenez. Donc il y a vraiment un non-dit aussi sur la concurrence de domination en fait, entre les droits français et européens. Mais c'est un problème dans toute l'Europe. Tout à fait. Alors, la question des rapports entre la France et l'Europe, elle est technico-juridique, elle est aussi plus fondamentalement politique et de légitimité.
Sous le strict angle techno-juridique, il y a une logique interne au mécanisme européen qui fait que, oui, la législation française doit se soumettre aux règles européennes telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union. Évidemment, l'idée de l'Europe, c'est faire un projet en commun. Il y a des réglementations adoptées en commun. Et lorsqu'il y a des doutes quant à l'interprétation de cette réglementation, eh bien, il y aura 27 doutes. C'est-à-dire que chaque pays peut être confronté à des doutes semblables quant à la portée de telle ou telle disposition européenne. Or ici, si l'interprétation de la règle européenne est le fait du juge national, on court le risque d'avoir très rapidement 27, caricaturant, 27 interprétations différentes de ces règles européennes. D'où l'idée, la nécessité que ces règles européennes soient interprétées de manière uniforme, ou ce dernier mot donné au juge européen. Bien sûr. Il y a une logique propre à l'institution européenne qui est celle-ci. Mais évidemment, le résultat concret, c'est que chacun des États membres, et la France pour ce qui nous intéresse, n'a plus le dernier mot sur la détermination des règles qui vont s'appliquer chez lui. C'est parfaitement logique sous l'angle technique de la construction européenne. Ce n'est là rien d'autre d'ailleurs que la logique du fédéralisme. Le fédéralisme, finalement, son idée, c'est faire ensemble les choses qu'on ne peut faire qu'ensemble, et ce qui peut être fait par chacun séparément, chacun continue à le faire. La grande difficulté, vous l'avez évoqué, revient quand il s'agit de déterminer, mais quel est le meilleur niveau pour agir? Est-ce que c'est le niveau national ou est-ce que c'est le niveau supranational, fédéral, européen? Or, ici, celui qui, en dernier recours, peut déterminer le niveau compétent, ce n'est plus vous-même. C'est bel et bien le niveau fédéral, le niveau européen. D'un point de vue technique, la messe est dite, il n'y a pas d'autonomie technique française dans le fonctionnement de l'Europe, pas plus que d'aucun autre État membre. Ça se heurte à la réalité politique que vous avez rappelée, qui est-ce qu'il appartient à quelqu'un d'autre que nous de déterminer quelles sont les règles qui doivent s'appliquer? La Pologne a jugé en octobre 2021 que, en Pologne, c'était les règles polonaises qui devaient nécessairement s'appliquer. Et donc, c'est une confrontation d'une légitimité technique contre légitimité politique. Oui, voilà, c'est un vrai problème aussi de volonté politique. Souvent, les États, l'Europe est aussi parfois utilisée comme paravent pour masquer son manque de courage politique, finalement, c'est ce que vous dites. Ah, ça, on a aussi ce phénomène-là. Il y a tout un travail de lobbying, en quelque sorte, qui doit être fait par les autorités publiques avant qu'un texte ne soit produit par les autorités européennes et par les États. Et parfois, il est plus facile de mettre en avant des décisions qui sont faites, qui ont été adoptées au niveau européen, en disant « mais regardez, ce n'est pas nous, c'est l'Europe qui nous oblige ». Alors même que dans les discussions préalables à l'adoption du texte européen, on n'a éventuellement pas fait tout ce qu'il fallait pour défendre nos intérêts. Parce que, finalement, la réforme de tel ou tel service public, telle ou telle politique européenne, eh bien, on est heureux de l'avoir mise en œuvre et on dit, mais c'est pas de notre faute, c'est l'Europe, c'est une manière d'évacuer sa responsabilité. On l'a vu à de très nombreuses reprises, ce type d'attitude. Tout ça alors qu'en plus, on le rappelle, les élus sont censés avoir la responsabilité de la volonté du peuple. Donc ils assument leur forfaiture finalement. C'est un discours assez particulier. Pour continuer sur un mythe encore, par exemple, vous abordez la question des libertés publiques sur la fin de votre livre, et notamment d'autres mythes qui existent. Je l'ignorais aussi. Il n'y a pas de droit du sol en termes concrets dans le droit français. Le droit du sol n'existe pas dans le droit français. Voilà, alors ça c'est un des lieux communs qui est le plus souvent utilisé, mais qui va être utilisé justement pour des motivations politiques. On nous dit il y a un droit du sol, avec sous-entendu que la France serait comme un hall de gare et que le simple fait d'accoucher en France ferait de l'enfant né en France un Français. Or, ici, il y a une différence très forte. Alors, c'est l'objet un peu d'une controverse entre Éric Delcroix et moi-même sur la portée de cette disposition. Effectivement, dans les faits, si un étranger naît en France et qu'il réside toute sa vie en France, s'il y fait souche, il deviendra français à l'âge de la majorité. Mais ce qu'on oublie de dire pour des raisons politiques, c'est que ce n'est pas sa naissance seule qui fera de lui un Français. Il y a la naissance
accompagné d'une condition de résidence. C'est-à-dire qu'il faut avoir vécu un minimum de 5 ans en France, en plus de la naissance, pour devenir français. Il y a là l'idée que finalement, dès lors que l'on a vécu en France, on aura fréquenté les clubs de sport français, l'école française, la culture française, et que tout ce bain culturel vous aura transformé en français. Évidemment, ce présupposé se heurte à la réalité culturelle de ce que l'on vit en France aujourd'hui. Il n'est pas certain que quelqu'un qui aille à l'école française, dans tel ou tel quartier, vive dans un environnement réellement français au sens traditionnel de ce terme. Mais la réalité technique, c'est qu'on est en France, on n'est pas français. On est français si ses parents sont français. Et toutes les règles de droit sur la naissance en France, eh bien, montrent bien cette réalité. Par exemple, un cas aujourd'hui exceptionnel, c'est ce qu'on appelle l'enfant trouvé. Eh bien, l'enfant trouvé est français, mais quand on étudie la réglementation, sa cause, eh bien, il est français parce qu'on présume pour cet enfant trouvé que ses géniteurs sont français. Et d'ailleurs, il n'est français que jusqu'à preuve du contraire. Si on réussit à apporter la preuve de sa parenté et que sa parenté est étrangère, il perdra cette nationalité française. Même chose pour l'enfant apatride. Un enfant qui n'aurait pas d'enfant à la naissance, pas de nationalité, pardon, à la naissance, parce que ses parents seraient eux-mêmes apatrides, eh bien, on ferait de cet enfant un Français, mais si d'aventure un de ses parents recouvre une de ses nationalités, eh bien, il perdra la nationalité française. Et pour la naissance. Bertrand Saint-Germain, on va revenir là-dessus. Je rappelle le titre de votre livre, Juridiquement correct, comment il détourne le droit, aux éditions de La Nouvelle Librairie. Mais il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Oui, pardon, nous on vous a coupé sur l'explication, donc ce droit du sol. Donc, vous expliquez que justement, ce n'est pas seulement la naissance sur le sol français qui donne le droit qui lègue la nationalité française, c'est la naissance puis la résidence pendant d'une durée continue de moins 5 ans, et que il y avait cette question sur les enfants trouvés qui étaient français simplement parce qu'on présumait que les géniteurs étaient français, et c'est pas une question de naissance sur le sol français. Voilà, c'est exactement ça. Et dans l'affirmation qu'il y a un droit du sol, alors effectivement, cela correspond d'abord à une sorte de réalité de fait, que dès lors qu'il n'y a pas d'aller et retour entre les pays d'origine et la France, une très large partie de ceux qui naissent en France continuent d'y vivre et deviennent français finalement de manière de manière automatique, entre 16 et 18 ans. Mais c'est aussi une dimension politique que de dire qu'il y a un droit du sol. Ça acclimate l'idée que justement toutes les personnes naissant ici seraient françaises, alors qu'elles ne le sont pas. Et si d'aventure un jour se met en place une politique que d'aucuns ont qualifiée de remigration, eh bien on pourrait tout à fait le mettre en œuvre, et les personnes qui repartiraient ne seraient pas françaises, elles seraient nées en France, comme la sœur d'un de mes amis est née à Berlin à l'occasion d'une mutation professionnelle de son père, et elle n'est pas allemande, elle est française, née en Allemagne, elle a été déclarée à l'ambassade, et voilà, c'est tout. La naissance ne suffit jamais à elle seule. Et il y a effectivement une dimension politique. La dimension politique, c'est faire peu à peu croire aux gens que nous serions une sorte de station-service, de hall de gare du village planétaire. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Même si, dans les faits, beaucoup de ceux qui naissent en France continuent d'y résider. La France a vu sa population augmenter depuis une quarantaine d'années, alors même que nous n'avons pas un taux de remplacement des générations suffisant pour le faire. C'est dû exclusivement au solde migratoire. Oui, parce qu'au-delà de la seule question juridique, effectivement, cette notion de droit du sol amène une vision et un message idéologique derrière qui n'est pas caché. Pour continuer sur le même thème, encore un autre mythe. On a eu souvent ce débat il y a une dizaine d'années au moment des attentats de la déchéance de nationalité pour les terroristes et les gens qui ont pris les armes contre la France. Il y a eu cet argument aussi à opposer souvent, qui était qu'on dans le droit international, on n'avait pas le droit de faire d'apatride. On n'avait pas le droit de déchoir de nationalité les gens qui n'avaient qu'une seule nationalité, en l'occurrence la nationalité française. Là encore, c'est un mythe. La France n'a jamais ratifié de convention internationale
qui explique de manière concrète que nous n'avons pas le droit de faire d'apatride. Tout à fait. Alors, c'est un petit point de droit qu'il faut rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas la notion. Un traité international est un texte qui va être négocié entre plusieurs États. Les États s'accordent sur un texte et ils signent ce traité international, mais il faut savoir que ce n'est pas cette signature qui donne une valeur juridique au traité. Le traité international, une fois signé, doit être en quelque sorte incorporé dans l'ordre juridique de chaque État. Et cette incorporation prend une forme juridique, c'est ce qu'on appelle la ratification. La ratification, le plus souvent, c'est un texte de loi par lequel le Parlement dit « oui, je reconnais ce texte international comme faisant désormais partie intégrante du droit français ». Et tant que cette ratification n'a pas eu lieu, le traité n'est pas valide pour la France. Or, s'il existe bien, il y a deux choses. Il y a bien deux conventions internationales, une des Nations Unies, l'autre du Conseil de l'Europe, dont l'une des dispositions interdit de faire des apatrides. Ces deux conventions internationales n'ont pas été ratifiées par la France, signées mais pas ratifiées. Et là où c'est encore plus intéressant, celle des Nations Unies, qui donc a vocation à s'appliquer sur la planète entière, la France l'a signée, mais elle a émis au moment de sa signature une réserve. Alors, une réserve, c'est finalement une stipulation par laquelle vous dites attention, j'accepte le traité, mais pas telle disposition du traité. Et la réserve que la France a mise à l'époque, c'est justement une réserve au point 8 de cette convention, lequel permet, dans des cas exceptionnels, qu'on puisse quand même faire un apatride, justement pour atteinte à la sécurité nationale. Et donc la France a dit, moi je compte utiliser cette disposition. Voilà, donc le texte international n'est pas ratifié. Dès lors, il faut se pencher vers le droit français. Or, en droit français, il n'y a pas d'interdiction absolue de faire un apatride. Il y a ce qu'on appelle la déchéance de nationalité, dont tout le monde nous parle, mais en quelque sorte, la déchéance de nationalité est un régime spécial qui ne vise que les anciens étrangers devenus français. Or, il y a une autre disposition du Code civil qui est le retrait de la nationalité et qui s'applique à l'égard de tout un chacun. C'est le régime général de la perte de la nationalité. Et ce régime général dit bien qu'un Français qui prend les armes au service d'un État étranger, de ce seul fait, peut se voir retirer sa nationalité. Peu importe qu'il ait ou pas une autre nationalité. Et ici, on est explicitement dans la situation des gens ayant combattu avec Daesh ou ayant pris les armes dans des mouvements terroristes. Et la loi ne dit pas au service d'un État étranger, ce qui aurait pu soulever des difficultés d'interprétation, parle bien de l'engagement dans une armée étrangère. De ce seul fait, on peut retirer la nationalité. Alors, il ne faut pas s'éblouir de cette mesure. Elle aurait sans doute une valeur avant tout symbolique. Le symbole, c'est dire qu'un certain nombre d'actes vous mettent hors de la communauté nationale. Le fait de prendre les armes contre la France, contre la communauté nationale, vous met hors de cette communauté. On en prend acte en cessant de vous considérer comme un Français. Après, ça ne résoudra pas tout. Se posera notamment la question de la présence sur le territoire, selon que cette personne réside encore en France ou soit à l'étranger, mais on peut tout à fait dire qu'il y a des actes qui vous mettent hors de la communauté nationale. Voilà la réalité des textes. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je voudrais terminer cet entretien avec une autre question qui intéresse particulièrement nos auditeurs. C'est la question de la période sanitaire, de cette crise du Covid que vous évoquez aussi dans votre livre Sans concession. Alors, Olivier Véran lui-même s'était justifié en expliquant que toutes les décisions qui avaient été prises à cette époque avaient été prises au nom de la Constitution. Mais vous, ce que vous évoquez, c'est véritablement une faillite. Alors, au-delà des questions vaccinales, sanitaires, vraiment sur la question des libertés publiques, toutes les institutions qui étaient censées protéger les Français à ce moment-là ont failli, et là on peut vraiment parler de faillite, et c'est là que le juridiquement correct s'est aussi imposé pour livrer finalement un message de non mais tout se fait dans les règles, il n'y a pas de vague, et au final c'est pas du tout ce qui est écrit dans les textes. Non, on a effectivement eu une disparition de toutes les institutions qui étaient supposées protéger les Français. C'était il y a 3 ans. On a tendance à l'oublier, on ne s'en souvient plus, mais il y avait quand même toutes ces auto-attestations, l'autorisation à faire pour s'éloigner de chez soi,
plus le droit d'aller à la messe, plus le droit d'aller boire un verre, des mesures extrêmement fortes, finalement, qui ont remis en cause toutes les libertés. Et on l'a d'autant mieux vu que, avec l'accès à Internet, on s'est rendu compte que chez nos voisins, c'était loin d'être comme ça. L'exemple suisse est aussi révélateur parce qu'en Suisse, il n'y a pas eu ce confinement généralisé. En Suisse, on a conseillé, on a fermé des magasins, on a fermé un certain nombre de lieux, mais ensuite, on a conseillé aux gens de ne pas se réunir à plus de 4. Mais la mise en œuvre pratique était limitée à la responsabilité des citoyens. En France, finalement, toutes les institutions ont validé ça. Il n'y a pas eu 60 députés pour saisir le Conseil constitutionnel. Non pas qu'il faille en attendre beaucoup, mais il n'y a même pas eu 60 députés pour saisir le Conseil constitutionnel sur le point de savoir, mais est-ce qu'on n'allait pas trop loin? Est-ce qu'on n'allait pas trop loin? Et ici, avec le temps, on s'aperçoit qu'on a sans doute été trop loin. Au nom de la survie, parce que nous avons tous été abasourdis pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis on a vu ce qui se passait ailleurs. Si on prend l'exemple de la Suède, où il n'y a pas eu toutes ces politiques, la Suède n'a pas eu un taux de mortalité plus important que celui de la France. Et aujourd'hui, quand on voit Laurent Fabius qui a pu déclarer, au terme d'un contrôle approfondi, les mesures prises nous ont paru devoir être admises parce qu'il y avait une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles et le respect des droits. Non, les droits ont été limités, tous. La liberté du commerce, la liberté de circulation, la liberté de manifestation, tout a été limité. Alors, je sais que je ne me ferai pas des amis, mais finalement, de toute cette période, la seule chose qui pourrait avoir une certaine limite, une certaine justification, c'est la vaccination. Si on était... au sens juridique, c'est-à-dire que la vaccination... Au sens juridique, évidemment. Pas quant à la réalité technique du dit vaccin, aux effets secondaires, etc., etc. Mais c'est la seule chose qui peut avoir une justification d'ordre juridique. D'accord. Et donc Bertrand Saint-Germain, c'est vrai que donc, voilà, on rappelle toutes ces libertés qui ont été sapées, mais on voit finalement à travers tous ces sujets qu'on a abordés, alors il y en a bien d'autres évidemment dans votre livre, on n'aura pas le temps de tous les faire, on a l'enseignement libre, l'avortement, le droit de s'armer, notamment, je vois, il y a tout un tas de sujets qui sont abordés. Comment est-ce que vous expliquez finalement, en prenant un peu de recul, ce juridiquement correct qui s'est installé dans votre profession, puisque voilà, on voit que c'est vraiment un discours global qui délivre un message. Comment est-ce que vous expliquez que dans le droit, qui est pourtant une discipline assez rigoriste, assez conservatrice, on a pu se laisser se développer un tel discours? La première chose, je crois que le droit est un domaine méconnu. On n'accède pas au droit comme cela. Le droit n'est globalement pas étudié au lycée. On commence à l'approcher dès lors que l'on fait une faculté de droit et on commence à avoir une vision un peu globale du droit au bout de 4 à 5 ans d'études. Or, dans notre temps, dans le temps médiatique, et je vous remercie pour les 45 minutes que nous avons passées ensemble, c'est rare de pouvoir en parler comme cela, dans notre temps médiatique, il faut simplifier. Et si on reprend un certain nombre d'exemples évoqués avec vous ce matin, le droit du sol, oui, on est en France, on est français, parce que la plupart du temps, on va rester en France et ça va se faire comme ça. Et c'est plus simple de dire qu'on est en France, on est français, plutôt que de dire il y a la naissance, et puis il y a des présomptions, et c'est long et c'est compliqué. Le temps médiatique, préfère la spontanéité, l'immédiateté et de la formule simple. Et de ce point de vue, le commentateur que l'on va choisir, qui lui, le plus souvent, aura des opinions politiques aussi, et c'est pas grave d'avoir des opinions politiques, au contraire, mais il faut simplement savoir d'où parle la personne. On l'a vu à la Cour européenne des droits de l'homme avec l'excellent rapport de l'ECLJ, de M. Poppink, qui a montré que pendant 20 ans, un nombre substantiel de décisions intéressant la Fondation Soros ont été rendues par des juges intéressés au fonctionnement de la Fondation Soros. Et donc ici, derrière la neutralité apparente du discours juridique, il y a la réalité d'intervention politique. Alors on simplifie, on utilise des formules toutes faites, et on fait ainsi passer un message politique qui, lui, n'a rien à voir avec le droit.
Voilà, c'est finalement au même titre que l'histoire ou que la politique, on a toujours ce temps médiatique qui impose une spontanéité et une absence d'analyse qui derrière justement fait délivrer des messages idéologiques assez. On a encore un petit peu de temps pour aborder un dernier sujet. On peut peut-être aborder le dernier que vous abordez, c'est le domaine de l'enseignement. Alors là encore, un fondement de la République. On nous a appris que l'enseignement laïque gratuit obligatoire, c'est l'un des grands apports de la République. Là encore, on a tout un tas de dispositions qui viennent encadrer même les écoles hors contrat aujourd'hui en France. Et je dirais surtout les écoles hors contrat. Surtout les écoles hors contrat. Quand on voit la situation de l'enseignement en France depuis une quarantaine d'années, il y a eu un glissement progressif où de plus en plus de familles ont retiré leurs enfants du public pour les mettre dans l'enseignement privé, pour des considérations qui ne sont pas souvent religieuses. Et puis on a vu se développer depuis une vingtaine d'années notamment un glissement du privé sous contrat vers le privé hors contrat. Or, pour faire simple, l'enseignement privé hors contrat était, depuis la fin du 19e siècle, encadré par des dispositions très simples. C'était une déclaration en mairie et 15 jours plus tard, vous pouviez ouvrir votre école. Eh bien, on s'aperçoit que depuis 5 ans, il y a eu 3 réformes du régime de déclaration de ces écoles hors contrat. On a tenté de passer en force en faisant passer ce régime d'une déclaration. Donc la déclaration, c'est vraiment le régime de la liberté, c'est-à-dire je déclare ce que je vais faire et il appartient aux autorités de s'y opposer si les conditions ne sont pas respectées. On a voulu faire passer un régime d'autorisation, c'est-à-dire que c'est l'État qui devait vous autoriser à enseigner. Cette procédure n'a pas eu de succès et donc le gouvernement, s'étant fait taper sur les doigts sur cette procédure, a décidé de passer plus discrètement, a conservé le régime de la déclaration, mais a mis des conditions à cette déclaration extrêmement strictes. Il faut déclarer l'école plus de 3 mois avant son ouverture. C'est-à-dire que concrètement, tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement le connaissent, c'est très difficile parce qu'il faut que plus de 3 mois avant l'ouverture de l'école, vous puissiez détailler la liste des enseignants, de leurs interventions, etc., etc. Or, 3 mois avant, notamment pour une vacation en musique ou en sport, on ne sait pas nécessairement quel sera l'intervenant titulaire, notamment pour des raisons financières. Et puis, on a donc augmenté les conditions et puis on a aussi ajouté une chose, c'est la validation du projet pédagogique. Or, ici, il s'agit de vérifier, d'après la loi, que le projet pédagogique de l'école permette bien que l'élève satisfasse à ce qu'on appelle le socle commun des connaissances. Or, concrètement, ce socle commun des connaissances qui est dans la loi, un inspecteur tatillon pourra tout à fait considérer que le projet d'une école hors contrat, alors le plus souvent catholique, mais il en existe également des hébraïques et quelques-unes maintenant musulmanes, eh bien, que ce projet pédagogique ne permettra pas de satisfaire au socle commun des connaissances et les autorités seraient alors dans l'obligation de refuser la déclaration de s'y opposer. Bertrand Saint-Germain, on va être obligé d'arrêter là. Oui. Malheureusement, je suis désolé, l'interview ici, mais effectivement, donc on a bien compris que tout de même ces écoles hors contrat étaient soumises à une obligation de socle commun de connaissances contrôlée par l'État et que donc on peut effectivement refuser l'État peut refuser de manière un petit peu arbitraire la création de ces nouvelles écoles. Mais en tout cas, merci beaucoup Bertrand Saint-Germain donc pour ce livre, je vous le rappelle, juridiquement correct, comment il détourne le droit aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui brosse donc tous ces lieux communs qu'on a sur le droit. Bertrand Saint-Germain, je rappelle que vous êtes donc docteur en droit et universitaire et que vous exercez également des fonctions d'élu local et de conseil en stratégie numérique. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.